Donc je propose de démarrer cette session intitulée Environnement et agriculture. Donc c'est très large, mais en fait c'est vrai que c'était des sujets qui n'étaient pas forcément faciles à résumer par un autre vocable. Donc juste peut-être pour me présenter, donc moi je suis Frédéric Barré, je travaille à l'INRAE à Avignon, dans une UMT c'est-à-dire unité mixte de technologie qui s'appelle CAPT. Donc en gros, sans rentrer trop dans le détail, on s'occupe d'observation, donc de produire des données ou d'aider à produire des données. Donc ce sont des données de différents instruments, donc partant du satellite jusqu'à des capteurs au niveau du sol, des IoT, donc des capteurs photographiques montés sur des piquets et communiquant en permanence leurs données. Et donc on acquiert des données en multi ou hyperspectrales à des résolutions très variables, entre le kilomètre pour des applications à l'échelle globale, jusqu'à la fraction de millimètre plutôt pour des applications liées au phénotypage utilisé pour la sélection variétale. On s'intéresse aussi à la description 3D et bien sûr à la dynamique des couverts. Donc ça, je pense que ça va être illustré aussi dans les exposés que l'on va voir. Une fois qu'on a ces données, il faut les interpréter, donc on met en œuvre des modèles physiques, du machine learning, des traitements de séries temporelles et aussi de l'assimilation dans des modèles, des modèles de description de processus. Et enfin, tout ça, c'est pour servir différentes applications, donc soit le suivi global de la végétation, donc pour le climat, l'évolution, notamment du cycle du carbone, et la gestion des cultures, donc à une échelle plus réduite, à l'échelle régionale ou de la parcelle, et puis à l'échelle de la micro-parcelle ou de la plante même, c'est les applications liées à la sélection variétale, donc le phénotypage. Donc la particularité de notre organisme, c'est d'être une unité mixte, c'est-à-dire qui mélange un institut de recherche, INRAE, avec des instituts techniques, donc Arvalis pour les céréales, Terzinovia pour les oléoprotéagineux et l'ITB pour la betterave. Et bon, il y a aussi le CTFL par exemple. Et donc une start-up qui s'appelle iFen et qui essaye de mettre en œuvre en fait les solutions que l'on a développées dans une version amont. Et donc on essaye d'aller du besoin jusqu'au service, décrire le besoin, développer les modes d'observation, les modes opératoires, l'interprétation des données, et donc ensuite aller jusqu'au service grâce aux instituts techniques et à la start-up iFen en particulier. Dans cette session environnement et agriculture, on va avoir 3 présentations principales. La première, donc 2 qui vont être malheureusement par visioconférence pour les problèmes que vous savez. Donc la première, c'est les services satellitaires pour la viticulture, donc par James Taylor qui est à INRAE Montpellier. Des services, mais qui n'est pas à Montpellier, qui est en Angleterre en ce moment. Une présentation par Stéphane Dupuis, qui est assis à côté de moi, sur la cartographie de l'occupation du sol à La Réunion, avec le développement d'une chaîne particulière de traitement de données. Et puis enfin, dernière présentation, production de cartes de fonctions hydrologiques, biogéochimiques et écologiques dans les zones humides, à partir de données Calideos. Donc on a entendu parler ce matin de Calideos. Et donc ça sera par Jean Nabusset ou un de ses collègues, si j'ai bien compris, donc de l'Université de Rennes. Donc je propose que l'on commence par la première présentation, donc celle de James Taylor, sur l'application des données satellitaires à la viticulture. Voilà, alors je ne sais pas, on va passer ça, on va passer pour ne pas perdre trop de temps. On y reviendra à la fin. Et donc je libère l'écran et normalement ça devrait pouvoir être projeté par visio, Teams et partage d'écran.
Voilà, ça se met en place. Bonjour à tous. Voilà, c'est bon. Je voudrais dire merci aux organisateurs de AppSpace pour l'invitation aujourd'hui. Je suis vraiment désolé de n'être pas là, mais c'est le temps maintenant, malheureusement. Je tiens à remercier Nina et Bruno plus pour leur aide dans cette présentation parce que j'ai utilisé beaucoup de choses avec le share robotique et les auditoire pour cette présentation. Okay. Rapidement, je parle sur les services satellitaires pour l'agriculture, le type et évolution de ces systèmes. L'usage en France pour la viticulture et contre la grande culture. Plus précis avec quelques applications en viticulture de France et du mondial. Et à la fin, quelques limitations avec ces services. Bon, je suis sûr que tout le monde comprend, il y a plusieurs types de satellites, de services à plusieurs résolutions spatiales et temporelles et pour plusieurs applications en agriculture. Je vais parler aujourd'hui uniquement avec les services d'image et pas pour les autres services satellites comme télécommunication qui étaient importants pour l'agriculture, mais aujourd'hui c'est juste pour des images. Le premier point que je voudrais faire, c'est l'augmentation de la résolution dans les derniers 30-40 ans. On a commencé avec le Landsat, avec le pixel plus gros, la résolution temporelle de 15 jours à peu près, s'il n'y a pas de nuages, bien sûr. Et on a commencé avec le système plus fin en termes de résolution spatiale. Et dans les derniers 10 ans, on a des systèmes plus fins avec la résolution temporelle. Donc maintenant, c'est possible d'avoir des images chaque jour, en quotidien, dans une résolution très fine de 3 mètres avec le CubeSat. Comment ces technologies sont utilisées en agriculture en France? Donc, il y a presque 1 million de hectares faits par la télédétection en 2017 et 2016 en plus. La plupart, ça fait par le satellite. Après, il y a 15% qui étaient faits par l'avion. Et le drone, l'UAV, c'est pas trop pour le moment en termes de prestations. Le type de culture qui était utilisé par la télédétection, la plupart, le plus grand nombre de area totale, c'est avec la grande culture, du blé, du maïs, par exemple. Et la viticulture, c'est très peu en fait, en termes de pourcentage de area totale. Avec les autres types de horticulture, il y a presque rien à faire. Et la situation, c'est à peu près stable entre les 2 ans 2017 et 2016. Mais pourquoi faire? L'utilisation, c'est vraiment différent entre la grande culture et la viticulture. Pour le grand culture, il y a un usage principal, c'est la fertilisation, le pilotage de la fertilisation. Donc, si je suis un prestataire de services, j'ai une bonne base pour commencer. Si je fais un service de fertilisation qui utilise les imageries satellites, ça c'est un bon modèle commercial. Par la suite, je peux construire des autres services autour de ce premier service. Pour le viticulture, c'est un peu plus complexe parce que il y a une plus grande diversité de besoins d'utilisateurs.
il n'y a pas un seul service en particulier. Donc, le modèle commercial, c'est pas très clair. Sur quel service le prestataire est concentré en premier. C'est plus difficile pour commencer, à mon avis. Mais la possibilité, c'est plus grand. En Australie et aux États-Unis, c'est un système un peu différent. L'Australie, la télédétection, ça fait en général par le système aérien. L'Australie, c'était un pays qui accepte la viticulture de précision plus tôt. Donc, il a besoin pour des images de haute résolution dans les années 2000, avant la possibilité de l'avoir avec le satellite. Donc, le système aérien bien établi là-bas. En plus, il n'y a pas d'industrie spatiale en Australie. Donc, c'est pas la possibilité d'avoir l'accès bien pour le système satellite. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce que la télédétection, ça fait en général par le système satellite. Bien sûr, parce qu'il y a une agence spatiale forte là-bas, NASA. Donc, ils ont promovu le système satellitaire. La taille du champ, c'est énorme, particulièrement en Californie. Donc, l'acceptation de viticulture de précision était un peu plus lente contre l'Australie et la France. Donc, le système d'imagerie satellitaire, c'était bien acceptable pour l'industrie en Californie et aux États-Unis. C'est juste pour noter, si tu as une image de drone, une image aérienne ou une image de satellite, en fait, tu arrives avec à peu près la même information, la même tendance de VIGA. Si les deux images se fait à la même échelle. C'est vraiment pas beaucoup de différence entre les informations à la fin. Ok, donc je parle de quelques applications en viticulture. La première, en fait, le plus simple, c'est pour l'identification des vignobles dans une région. Ça fait en France et aux États-Unis, par exemple. À droite, il y a la région au nord de la tête de New York. C'est une région un peu célèbre pour les raisins de jus. C'est pas pour du vin. Mais chaque parcelle, c'est bien noté. Et après, on peut modéliser, par exemple, un effet de gel sur la logistique, sur le vendage dans cette zone, parce que toute l'information sur le positionnement du parcelle est connue. La première utilisation de télédétection en viticulture, en fait, était pour la maladie, en particulier la menace du phylloxera en Californie et en Australie. C'est bien parce qu'il y a une bonne différence dans l'image avec le vin qui était affecté et non affecté par le phylloxera. Donc, ça, c'est la première utilisation de télédétection. Et il y a des autres possibilités en plus. Si tu as des événements extrêmes, comme un gel, si tu as un événement de gel, donc tu arrives avec une réponse de l'image, du canopy, dans une image très différente entre la zone avec et sans gel. Ça, c'est une bonne utilisation pour l'observation. Si vous avez une situation sans un effet extrême, comme un gel, comme une maladie, donc le pattern spatial se fait en fait à cause de la VIGA différence de la vigne.
Donc, on peut avoir, par exemple, un bon relationship entre le Vegetative Index des images satellites et le surface foliaire de la vigne, le Leaf Area Index dans cet exemple. Ça, c'est bien connu. Donc, si on peut identifier les zones plus fortes, plus fortes en vigueur, on peut utiliser cette information pour l'échantillonnage stratifié, pour n'importe quoi dans le vignoble, pour le vendage, pour un assessment de taille de vigne, pour l'échantillonnage du sol, par exemple. Il y a plusieurs personnes qui proposent la méthode avec une image de télédetection au bas pour l'échantillonnage stratifié, l'échantillonnage intelligent. C'est un usage commun en viticulture. Et en plus, bien sûr, il y a un gros intérêt avec la possibilité d'utiliser cette image pour l'assessment de stress hydrique et comme un outil d'aide pour l'irrigation. Ça, c'est peut-être un mélange des images optiques, des images thermiques, peut-être en radar en plus, au microwave. Mais avec ces informations, on peut faire une spatialisation ou modélisation de vapotranspiration dans le vignoble pour une meilleure gestion de l'eau. Mais il y a des limitations, bien sûr. Des images satellitaires optiques, en plus. En fait, c'est une réponse de la canopée. C'est pas un attribut direct de la vigne. Donc, il doit être ground truth de vérifier aussi. Donc, on peut identifier des zones de faible, de forte vigueur, mais est-ce que c'est associé avec une maladie, un stress hydrique, c'est un effet de nourriture, un fait de gestion? C'est pas un direct measure. Mais on arrive maintenant plutôt dans le domaine de research que dans le services commercial, deux possibilités d'avoir un attribut biophysique de la vigne direct des images. Donc on peut, par exemple, avoir des données d'architecture, une estimation directe de surface foliaire de la vigne. Et pas seulement une réponse générique qui a besoin d'une régression locale pour comprendre. Et avec ces informations, c'est plus facile pour la prochaine marche de modélisation, de gestion, d'utilisation de ces données dans une manière site spécifique. Et bien sûr, il va être un système multi-capteur à la fin. Non. OK. Donc, les perspectives, pour moi, c'est énorme. Parce que à ce moment, c'est un peu cher, mais on peut accéder des images satellitaires à l'échelle quotidienne en termes de température et dans une résolution spatiale à la même échelle d'une vigne. Ça, si on a cette donnée, ça c'est une bonne base pour continuer avec la gestion du vignoble. Particulièrement avec les besoins de l'irrigation et le stress hydrique de la vigne. Je laisse là et je dis merci à tous. J'espère que c'était clair et je reste pour la table ronde. Merci Frédéric. Merci James. Peut-être on a le temps pour une ou deux questions particulières sur cet exposé. Pas de questions dans la salle. Bon, moi j'aurais peut-être deux questions. En fait, la première, tu dis qu'on peut utiliser le radar sur vigne, mais est-ce que les fils qui servent les fils de fer en fait qui servent à conduire les vignes ne font pas obstacle
l'interprétation du signal radar? Quel type de radar? C'est le SAR, le Synthetic Aperture, ou un autre type de radar? Je sais pas, celui que tu veux. Pour le SAR, le Synthetic Aperture comme Sentinel-1, ça existe la possibilité pour d'avoir les données plus précises pour l'architecture, le shape, le structure de la ville avec une zone, mais c'est pas clair si on arrive avec ça, c'est un domaine de recherche, mais bien sûr avec le grand culture c'est possible. Avec le VIN, je ne sais pas encore. Mais pour le système comme le micro-ondes, microwave, ça c'est plutôt en fait pour la signature de l'humidité du sol, peut-être l'humidité de végétation, ça reste la possibilité, mais c'est loin d'un système commercial à mon avis. Ok. Et donc la deuxième question éventuellement, c'est donc tu as fait une revue un peu des applications de l'agriculture de précision pour les grandes cultures et pour la viticulture. Donc c'est vrai qu'en termes de surface, ça n'a rien à voir, mais peut-être qu'en termes de revenus, vu que c'est une culture beaucoup plus à valeur ajoutée beaucoup plus importante, en fait ça correspond à un marché quand même assez significatif. Et il y a éventuellement d'autres applications, je ne sais pas si tu as des exemples, qui correspondent aux cultures industrielles, pour lesquelles en général il y a des critères de qualité, notamment d'homogénéité, qui sont très importants, et qui sont aussi des cultures à grande valeur ajoutée, et qui pourraient bénéficier de ce type d'observation. Je ne sais pas si tu as des exemples sur, je ne sais pas, les carottes, le maïs, les haricots verts, les petits pois. Pour la pomme de terre, qui est un culture, horticulture, le field horticulture, je ne sais pas le mot en français, pardon. Mais par exemple, c'est une bonne utilisation des images aériennes en fait, mais pourquoi pas avec le satellite pour une intégration dans le modèle de culture, pour estimer la quantité de rendement, la quantité de pommes de terre, et pour arrêter la pomme de terre à la taille correcte, la taille de marché. Donc là, c'est pas en fait une question de fertilisation pour la pomme de terre, c'est une question comment on peut utiliser ces données dans un modèle pour bien estimer la quantité et la qualité du produit. Et là, c'est la prochaine marche pour le grand culture après la fertilisation, à mon avis. Mais okay. Le système commercial existe pour la pomme de terre, mais c'est nouveau. Il y a 2 ans qu'il est disponible. Je ne sais pas si c'est ça que vous avez demandé. Oui, c'est un bon exemple, je pense, effectivement, d'utilisation pour des cultures à haute valeur ajoutée. Ouais. Ok, écoute, je te remercie. On va passer à la présentation suivante par Stéphane Dupuis. Voilà, bon, alors, voilà, je pense que... Alors, attendez, tu veux te désinfecter. Ouais, je vais me après. Donc, bonjour, moi c'est Stéphane Dupuis, donc je travaille au CIRAD à l'UMR Tétis et je vais vous présenter donc mes travaux de cartographie de l'occupation du sol à La Réunion. Donc voilà, donc j'ai fait une carte d'occupation du sol avec une chaîne qui a été développée dans mon unité de recherche qui s'appelle la chaîne Moringa.
Donc les besoins, en fait, pourquoi on a produit une carte d'occupation du sol à La Réunion, c'est que à l'époque où le projet Gabir, donc Gabir c'est pour gestion agricole des biomasses à La Réunion a débuté, et, en fait on a fait un état des lieux de l'existant en termes d'occupation du sol au niveau de l'agriculture, et on ne pouvait bénéficier que du registre parcellaire graphique, qui est en fait une donnée très intéressante, mais qui est partielle, puisque elle est constituée que par des surfaces déclarées par les agriculteurs pour toucher les aides de la politique agricole commune. Et ensuite, on avait la BOS, donc la base d'occupation du sol produite par la DAF, qui est une synthèse des surfaces agricoles qui sont disponibles dans les SIG de la DAF. Donc en partie, c'est issu du RPG, mais il y a d'autres données qui sont rajoutées. Mais elle ne couvrait pas l'ensemble du territoire réunionnais. Il y avait quand même pas mal de manques. Et donc pour notre projet Gabir, nous avions besoin d'une information globale sur l'occupation du sol agricole et plus généralement sur l'occupation du sol autre que l'agriculture. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette entreprise. Donc des données images disponibles, j'ai listé ici 3 types d'images. Donc on en a parlé ce matin, il y avait à La Réunion, il y a la base de données Calideos qui est disponible depuis un certain nombre d'années et qui met à disposition sur l'ensemble du territoire de La Réunion chaque année une couverture Pléiade à 50 cm. Alors plusieurs images Spot 6, Spot 6.7 aussi qui permettent d'avoir une mosaïque dénuagée d'images Spot 6.7 et bien sûr les données Sentinel-2 qui sont disponibles partout dans le monde mais qui là sont pré-traités par le CNES et qui sont un produit de TEIA, donc c'est des images de niveau 2 de TEIA. Pour les images THRS, donc comme je vous dis, pour ceux qui connaissent La Réunion, c'est compliqué d'avoir une seule acquisition sans nuage. Ça arrive parfois, notamment en 2017, il y a une image spot qui a été acquise presque sans nuage, mais bon, on a utilisé quand même 2 autres images pour produire une mosaïque dénuagée. Et pour Pléiade, bon là c'est plus compliqué, il faut beaucoup d'images pour produire une mosaïque entière de La Réunion, donc voilà les cartes d'assemblage ici. Et voilà les données THRS que nous pouvions utiliser pour le projet. Donc ces images ont été produites. Bon, alors, vous voyez sur l'image Pléiade, il reste encore quelques nuages, mais bon, on s'est contenté de ça parce qu'il ne faut pas être trop gourmand non plus. Ces images ont été reversées à la base de données Calideos, c'est-à-dire que les mosaïques dénuagées ont été réalisées avec des images Calideos et la mosaïque a été retournée à Calideos pour que les images soient tout simplement utilisées par les autres utilisateurs. C'est quand même intéressant pour tout le monde d'avoir ces données-là. Ensuite, les images Sentinel-2 disponibles sont, c'est 64 images, donc on a rajouté des images Landsat 8 pour avoir un peu plus de données, pour avoir plus de chances d'avoir que certaines zones couvertes par les nuages très régulièrement soient visibles lors de l'année. Et on voit sur la partie gauche une image en fait qui représente le nombre de fois que chaque pixel a été vu par l'image Sentinel ou Spot ou Landsat 8, pardon. Et donc on voit qu'il y a certaines zones, surtout sur les hauts de La Réunion, qui sont difficiles à observer, ainsi que sur le volcan qui est sur la partie droite de l'île. Donc la chaîne Moringa, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, on utilise une image très, très haute résolution spatiale, alors soit Pléiade, soit Spot 6.7, pour calculer des textures, calculer une segmentation. Cette segmentation, pour chaque objet, on va aller chercher les informations issues de la série temporelle, des textures. On utilise aussi un MNT et des pentes assez précises à La Réunion, puisqu'il s'agit du MNT hygiène
à 5 mètres de résolution. On utilise une base de données terrain pour faire de la modélisation et pour prédire pour chaque objet la classe correspondante. Et ensuite, on réutilise la base de données terrain pour faire une validation croisée, donc voilà, pour obtenir des précisions globales et par classe de notre cartographie finale. Alors, je reviens un petit peu sur la base de données terrain parce que c'est quand même un des éléments essentiels de ce type de traitement. C'est-à-dire que l'information à La Réunion, la caractéristique par rapport aux autres territoires sur lesquels le CIRAD travaille en Afrique ou en Amérique du Sud, c'est qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup d'acteurs qui connaissent très bien leur territoire, donc j'ai essayé de fédérer un petit peu tout ça pour que chacun apporte ses connaissances pour la construction de cette base de données d'apprentissage. Et en retour, en fait, chacun a pu rajouter des classes d'intérêt et voir dans le résultat final si ces classes pouvaient être isolées de façon fiable ou pas, et pouvoir les utiliser au quotidien dans ces études. Donc on voit que c'est une nomenclature à 3 niveaux de précision et qu'on a à peu près un peu plus de 5000 polygones d'apprentissage répartis sur l'ensemble du territoire. Donc cette base de données est accessible sur le catalogue géographique des données, le catalogue des données géographiques de La Réunion, du CIRAD à La Réunion, c'est aware.cirad.fr, et elle est référencée aussi dans le Dataverse du CIRAD avec un accès libre à la donnée. Et donc on a produit des cartes d'occupation du sol. Là, je vous ai montré un exemple en 2018 aux 3 niveaux de précision de la nomenclature. Donc voilà, les cartes sont aussi, comme la base de données d'apprentissage, sont disponibles sur le catalogue et sur le Dataverse du CIRAD. Donc on voit que voilà, globalement, on a une bonne reconnaissance des grandes cultures. Donc les grandes cultures, c'est la canne à sucre à La Réunion et les prairies, c'est les cultures majoritaires, on va dire. Par contre, on conserve des confusions. Donc vous voyez dans le tableau, en fait, toutes les valeurs en face de chaque classe. Si les valeurs sont vertes, c'est qu'on est au-dessus de 70%. Entre 80 et 70%, c'est en orange. Je ne sais pas si ça se voit bien ici, oui. Et ensuite, tout ce qui est rouge, c'est en dessous de 70%. Donc on voit qu'il y a quand même des classes, ce sont les classes minoritaires en général, qui ne sont pas très bien reconnues. C'est grosso modo, c'est le maraîchage et l'arboriculture qui nous posent le plus de problèmes. Donc il faut savoir que l'arboriculture, c'est des vergers qui peuvent être très anciens, qui peuvent avoir 20 ans, et des vergers plus récents. Et donc il y a déjà une très grande hétérogénéité dans la canopée de ces, je ne sais pas si on appelle ça une canopée, mais bon, la taille des arbres fait qu'il y a des fois le verger de manguier qui a plus de 20 ans ou 30 ans, il se confond avec la forêt naturelle qui est juste à côté, donc c'est quand même un défi d'isoler ce genre de choses. Et pour le maraîchage, c'est des petites parcelles qui changent très souvent dans l'année, qui sont souvent dans les hauts, donc il y a beaucoup de couvertures nuageuses. Donc voilà, c'est assez difficile d'avoir une meilleure précision. Donc les utilisations, en fait, dans le projet Gabir, puisque à l'origine c'était pour ce projet-là que la carte était développée. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. On l'a utilisé pour la cartographie des contraintes réglementaires liées à l'épandage des flux en élevage, et également pour la gestion des ressources foragères. Et pour d'autres utilisations, alors c'est difficile de suivre toutes les utilisations puisque les données sont en accès libre, donc j'ai pas forcément de retour sur les utilisations qui en sont faites, mais il y a quand même j'ai quand même eu quelques retours avec le syndicat du sucre de La Réunion qui les a utilisés pour suivre de façon plus rapide les superficies plantées en canne à sucre, et aussi l'université de La Réunion qui étudie les savanes de la côte sous le vent. Et je sais que cette carte a été intégrée dans les systèmes d'information géographique de différents partenaires à La Réunion, comme l'ADEAL, l'ONF, l'Agora et certaines communes. Voilà. Donc je vais revenir un peu plus en détail sur l'utilisation qui a été faite dans le cadre de Gabir, notamment sur la cartographie des contraintes liées à l'épandage. Donc on peut voir sur la
la partie A, qu'en fait on a croisé la carte d'occupation du sol avec le cadastre. Et donc ces parcelles cadastrales qui sont cultivées ont été extraites en fait. Par-dessus on a on a calculé des buffers en fait, de 35 mètres autour des cours d'eau pour pouvoir mettre en évidence les risques liés au ruissellement. Ça c'est sur la partie B. Sur la partie C, en fait, on a des exemples de contraintes de distance au bâti, parce qu'on sait qu'en fonction de ce qu'on veut épandre dans le champ, on ne peut pas l'épandre s'il y a une maison qui est à proximité de la parcelle. Donc en fonction des effluents qu'on veut épandre, que ce soit du lisier, du compost, voilà, les réglementations sont différentes. Et voilà, au final, dans la partie D, c'est une cartographie de combinaison de ces contraintes. Donc en fait, on peut voir que dans les zones vertes, il y a encore des zones où on peut épandre par exemple du lisier, mais voilà, les zones sont quand même assez restreintes, donc il faut gérer au mieux les urbanisations futures en fait, pour pas contraindre les agriculteurs à ne plus pouvoir amender leur sol avec des éléments naturels. Et donc là on a fait avec, c'est mon collègue Pascal Lejeune qui a travaillé là-dessus, qui a modélisé en fait en fonction de l'urbanisation actuelle et de l'urbanisation prévue dans les plans locaux d'urbanisme. Ici c'est sur la commune de Saint-Joseph. En fait on se rend compte que dans la partie droite il y a des éléments de bâtis prévus au PLU, et on se rend compte que si ces éléments-là sont construits, en fait ça va limiter les capacités pour les agriculteurs à épandre leurs effluents. Mais quand même, voilà, ces changements sont quand même assez mineurs. Et bon, c'était quand même une bonne surprise. Voilà, donc pour conclure, depuis 2016, en fait, on a produit 16 cartes qui sont diffusées toutes via Aware et le Dataverse du CIRAD. Donc on a démontré qu'on a produit une méthode reproductible annuellement, avec des images et des logiciels qui sont gratuits, puisque bon, je ne l'ai pas précisé, mais la chaîne Moringa est développée à partir d'outils issus de l'OTB et tout ça orchestré par des scripts Python. On a des bons résultats pour une méthode supervisée, mais qui est dépendante en fait de les formations venant du terrain, comme toutes les cartographies supervisées. On a fait plusieurs tests, voilà, comme l'utilisation d'images Pléiades par rapport à Spot 6.7. Donc cette Pléiade, bien sûr, apporte des améliorations en termes de résolution, mais la lourdeur des traitements est quand même assez pénalisante pour rendre... Enfin, ça rend difficile la reproductibilité quand même. Et donc on a, comme je vous l'ai dit, on a des difficultés pour le petit parcellaire et l'arboriculture. Donc on teste actuellement avec mes collègues d'autres algorithmes que ceux qu'on a utilisés qui permettraient de mettre en œuvre de l'intelligence artificielle pour voir si on peut obtenir de meilleurs résultats. Et on a cherché des volontaires pour transmettre la chaîne Moringa aux partenaires réunionnais et pour pouvoir poursuivre la diffusion de ces cartes, mais pour le moment, voilà, on n'a pas trouvé tellement de volontaires, mais bon, il ne faut pas désespérer. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci Stéphane. Donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur la présentation de Stéphane? Oui, question. Il y a un micro juste devant vous, alors il ne faut pas le toucher si j'ai bien compris. Je ne touche pas. Ah, ça marche. Oui, merci pour la présentation. J'avais une question pour rebondir sur des propos en début et en fin de présentation qui montrent la méthodologie qui utilise des données Pléiades. Et tu as expliqué que c'était compliqué d'avoir une composite, une mosaïque sur la Réunion au niveau disponibilité des données à très haute résolution. Et la conclusion, c'est de dire que c'est une méthode reproductible annuellement. Et comment, si on a eu du mal à collecter ces données Pléiades pour avoir une composite annuelle, est-ce que vraiment c'est reproductible tous les ans avec ce type d'information, ou comment c'est envisagé?
En fait, j'ai pas eu de problème pour avoir accès à la donnée Pléiade puisqu'elle était disponible dans le cadre de la base de données Kalideos. Kalideos couvre l'intégralité du territoire tous les ans, enfin jusqu'à 2021. Donc le problème, c'est qu'il y a, pour Pléiade, il y a quand même, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait quelques zones qui n'étaient pas complètement libres de nuages. En fait, il y a des zones qui restent nuageuses parce il n'y a pas eu de sur-acquisition sur ces zones-là. Donc voilà, le problème était là. Mais par contre, on a montré que c'était possible de remplacer Pléiade par Spot, et que c'était même plus facile de faire la cartographie avec Spot parce que c'est beaucoup plus léger. Et là, avec Spot, on a la possibilité d'avoir plus d'images, plus de couverture de la Réunion chaque année, et donc il est plus facile de trouver une image de constituer une mosaïque sans nuage avec toutes ces acquisitions. Voilà. Et ce que je voulais dire à la fin, c'était que effectivement, Pléiade, ça apporte quelques améliorations dans la précision, mais que la lourdeur en fait du traitement, c'est surtout la segmentation qui est quand même assez gourmande en temps, fait que voilà, ça devient compliqué. Il faut avoir une machine plus puissante, donc pour la reproductibilité c'est plus compliqué. Mais par contre la reproductibilité elle est totalement faisable avec Spot 6.7. Merci. Oui, deuxième question. Bonjour Stéphane, Valérie Sotti du CIRAD. Donc du coup, je trouve que c'est super intéressant et vraiment, bravo pour ce travail. Mais du coup, par rapport au discours que tu viens de tenir, à savoir qu'en utilisant les images Spot, les traitements sont plus légers, etc. Donc ça, je comprends tout à fait le problème technique. Mais du coup, est-ce qu'on n'arrive pas à une limite ? Tout à l'heure, tu parlais justement de la conclusion que pour l'arboriculture et les petites parcelles, on a du mal à les identifier. Donc là, à mon sens, c'est même pas une question finalement, je sais pas, c'est peut-être une conclusion, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'on arrive à une limite entre les outils, et notamment les séries Spot que tu utilises pour des contraintes matérielles, et la détection plus fine justement de tout ce qui est arboriculture, et petites parcelles. Donc finalement, excuse-moi, mais En fait, le problème, c'est que tu connais très bien l'agriculture, pour pouvoir isoler de façon, pour pouvoir reconstituer le cycle de la culture, de la végétation en agriculture, il faut avoir plusieurs données. Les données qu'on a actuellement sont des Sentinel-2, donc on utilise une série temporelle d'images Sentinel-2. L'image à très haute résolution est utilisée uniquement pour la segmentation et pour le calcul de textures. Donc ça, c'est des variables les textures viennent en appui par rapport à la donnée Sentinel-2 qui est majoritaire dans le processus de classification. Et donc on a testé Pléiade pour les textures et pour la segmentation, on a testé Spot 6 pour la texture et pour la segmentation. Et en fait, ce qui s'est amélioré de quelques pourcentages, voilà. Mais honnêtement, peut-être que la limite, effectivement, elle est dans l'utilisation des images Sentinel, pas forcément dans l'utilisation des images Spot. Le problème, c'est que pour avoir une information sur toute l'année, on ne peut pas avoir énormément d'images Pléiade ou énormément d'images Sentinel-2, Spot 6, je veux dire, dans l'année pour pouvoir reconstituer tout le cycle de la culture. Voilà. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir une vision assez globale de l'occupation agricole à La Réunion. Ça nous satisfait. Et voilà, pour le moment, ces données, que ce soit l'arboriculture ou le maraîchage, elles n'étaient jamais, elles n'apparaissaient pas dans le registre parcellaire graphique puisqu'elles ne sont pas déclarées. Donc, bien sûr, c'est pas une information. On est, je crois, au niveau 2, pour l'arboriculture, on est entre 75 et 80% de bien classés. Pour le maraîchage, on était un peu moins. Mais bon, on partait de rien, quoi. Donc, même ces informations-là, elles sont utiles, quoi. Alors, ouais. Une dernière. Merci Stéphane. Justement sur les utilisateurs, parce que je crois que tu nous as montré une liste de ONF, etc.
qui utilisaient ces cartes. Donc, est-ce que vous avez fait une enquête sur l'utilité de ces cartes auprès des organismes publics ou pas? Parce que finalement, ici, on a beaucoup de gens des collectivités territoriales. Voilà, j'aimerais bien avoir ce retour. Ou est-ce que vous vous êtes intéressé à la question sur l'utilisation et ce que font ces acteurs de ces cartes, quoi? Comme je l'ai dit, comme elles sont en accès libre, je n'ai pas forcément de retour sur l'utilisation. Je sais qu'elles ont été... les contacts que j'ai eus, c'est notamment avec l'ADEAL. L'ADEAL était ravi d'avoir ces informations-là parce que jusqu'à présent, ils n'avaient rien. Je sais qu'ils les utilisent pour l'instruction de certains dossiers. Après, moi, ça ne rentre pas dans mes... dans mes activités de chercher ce qu'ils en font réellement. Hein. Mais en tout cas, je sais que ça leur est utile. L'ONF, je sais que l'ONF a intégré, a utilisé ces données dans son système d'information géographique. Après, qu'est-ce qu'ils en font réellement, ça, ils ne m'ont pas dit. Et après, voilà, le syndicat du sucre, je te l'ai dit, on a travaillé en partenariat avec eux pour qu'ils suivent. En fait, eux, ce qui les intéresse, c'est, avant la fin de la campagne, savoir où il y a eu des changements. Est-ce qu'il y a des parcelles qui sont des nouvelles parcelles de canne, ou plutôt est-ce qu'il va nous manquer des parcelles de canne à la saison prochaine, quoi, voilà. Et donc là, il y a eu un travail avec eux sur ce sujet-là. Après, pour les autres, voilà, j'ai parlé de l'université de la Réunion, mais ça, c'est plutôt un travail de recherche. Voilà. J'ai pas trop d'informations, je sais qu'elles sont utilisées, mais pas trop d'informations sur les retours. C'est le problème quand on met les données, je pense, en accès libre. On n'a pas forcément de retour sur l'utilisation qui en est faite. Merci. Pour rebondir un peu sur la question de la fréquence et de la résolution, est-ce que des données de type... alors, j'ai pas d'action dans la société, hein, Planète, par exemple, donc qui sont très fréquentes et bien résolues, ne pourraient pas résoudre ce problème Alors, je ne sais pas, on n'a pas testé encore ça, mais peut-être que... c'est-à-dire remplacer Planète par Sentinel-2 Sentinel-2 par Planète. Par exemple, oui. Je ne sais pas, pour le moment on n'a pas testé, mais ça serait peut-être quelque chose à faire. Mais bon, par contre, là, en termes de lourdeur de traitement, je pense que ça risque d'être compliqué, mais bon. Il faut savoir que la Réunion, c'est à peu près 2500, je crois, kilomètres carrés. Et donc, voilà, quand on commence à avoir beaucoup de données, c'est assez lourd à gérer, mais bon, voilà, il faudrait tester, je ne sais pas. D'accord. Et alors donc, dernier commentaire là. Tu disais que en fait, tu savais pas comment transférer les résultats de votre. Alors pas résultats en tant que carte, mais en tant que méthode. Oui. Donc la chaîne Moringa pour sans doute mettre à jour ces cartes régulièrement. Et est-ce qu'il n'y a pas des sociétés de services qui pourraient être intéressées, je sais pas. Ben en fait, j'ai tâté le terrain un petit peu et personne n'a semblé vraiment intéressé. Mais bon, en fait, j'ai l'impression que tant que le CIRAD produit la carte chaque année, personne ne se posait pas trop la question. Là, le projet est terminé, donc on va arrêter de la produire. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas énormément de sociétés de services qui travaillent en observation de la Terre à La Réunion. Après, ça peut être quelqu'un en métropole, mais moi je pense que c'est dommage que ça reparte en métropole alors qu'il y a quand même des compétences localement et que ça pourrait être fait là-bas, avec une proximité avec le terrain et les acteurs locaux qui me semble intéressante. Ouais. Mais on ne désespère pas. Ok, je pense qu'on va passer à la dernière présentation. Alors je ne sais pas qui va présenter, j'ai l'impression que c'est pas Jean Nabusset qui était là tout à l'heure, mais bon voilà, ça va être la surprise. Donc cette présentation concerne la cartographie des fonctions hydrologiques, biogéochimiques et écologiques des zones humides à partir de données Calideos, donc Spot,
mondiale. Très bien. Bonjour, je me présente, Sébastien Rapinel de l'Université de Rennes 2. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les travaux sur le suivi des zones humides à partir d'images Kalideos notamment. Donc c'est des travaux que je vais mener en étroite collaboration avec Laurence Hubermois, qui est aussi présente en visio aujourd'hui. Voilà, et donc en fait la présentation aujourd'hui va se focaliser sur les zones humides et sur leurs fonctions, sachant que les zones humides représentent une part importante des territoires agricoles. Alors, avant de caractériser et de suivre les zones humides, il faut au préalable les identifier et les délimiter. Et cela, c'est possible aujourd'hui, notamment grâce aux données LIDAR, et plus précisément au MNT, ce qui permet d'identifier les zones humides potentielles, ce que vous voyez en gris sur la figure. Donc là, c'est une méthode qu'on a développée en Bretagne, sur le site Kalideos Bretagne. On l'a d'abord développée sur un petit site d'une centaine de kilomètres carrés, puis on l'a après fait sur un bassin versant de 1000 km². Et là, cette année, on l'a transféré sur le département de la Dordogne. Voilà, et ça fonctionne. Voilà, donc c'est intéressant. Donc, ce qui permet ici l'intérêt du LIDAR, un LIDAR issu de la PDLT de l'IGN, c'est que ça permet vraiment d'avoir une échelle spatiale fine. On a vraiment ici un émail de 10 mètres par 10 mètres, même 5 mètres par 5 mètres. Donc on a notamment les zones humides de tête de bassin qui étaient jusqu'à présent peu connues. Bien. Une fois qu'on a pré-identifié les zones humides, en fait, on va évaluer leur fonction selon cette méthode. Donc, c'est une analyse multicritère. C'est ce que représente le schéma. Donc, sur la partie gauche, vous avez les données de télédétection, donc différentes sources de données de télédétection, à partir desquelles on va extraire de l'information, donc des descripteurs. Et tous ces descripteurs, après, on va les combiner pour en dériver des indicateurs qui eux-mêmes vont permettre d'évaluer des fonctions, donc fonctions hydrologiques, écologiques ou biogéochimiques. Alors ce qui est important de préciser, c'est qu'ici on est bien dans de l'évaluation et non de la mesure. Donc on est sur des choses qualitatives. Et cette démarche, en fait, elle peut être améliorée. C'est-à-dire que plus les données de télédétection en amont vont être précises, nombreuses, etc., plus l'évaluation va être fiable. Alors sur cette diapositive, je vous présente sur le tableau de gauche une liste des descripteurs qui peuvent être dérivés de données de télédétection. Et voilà, les données étant précisées sur la colonne du milieu, et celles qui sont en gras, c'est celles qui ont été spécifiquement dérivées de données Kalideos. Voilà. Et sur la figure de droite, vous avez un exemple imagé. Donc, par exemple, la durée d'inondation, elle peut être. Donc, la durée d'inondation, c'est un descripteur très utile pour évaluer les fonctions hydrologiques, évidemment, mais aussi biogéochimiques et écologiques. Donc, ces données d'inondation, elles peuvent être dérivées d'images Sentinel-1, bien sûr, mais aussi RadarSat-2 et également une combinaison de LIDAR et Spot-6. On peut également, dans ces descripteurs, inclure les habitats naturels, qui sont également utiles pour évaluer les trois fonctions des zones humides. Donc ces habitats naturels, ils sont essentiellement dérivés d'images optiques à très haute résolution spatiale, MEPOCR, on voit par exemple du LIDAR ou des images Sentinel-1. À une échelle, donc ces habitats naturels notamment, ils sont utiles pour après en dériver des indicateurs liés au corridor écologique, par exemple aux trames vertes. Après, on a également comme descripteur les communautés végétales. Donc là, c'est tout ce qui est. Donc là, on rentre plus dans le détail, on est toujours sur la végétation par rapport aux habitats naturels, mais au niveau typologique, on va plus loin dans le détail. Là, on est dans ce qu'on appelle de la phytosociologie. Donc on a des assemblages d'espèces, de plantes. Et donc ça, c'est très intéressant. Ces cartes de communautés végétales sont également très intéressantes pour évaluer les trois fonctions des zones humides.
Et là, on a un peu plus d'exemples à vous montrer avec les données Callideos, notamment avec les données Sentinel-2, Pléiades et SPAT7. On peut également ajouter comme descripteur le réseau hydrographique, qui inclut non seulement les cours d'eau, mais aussi les fossés. Donc là, pour le coup, ce sont des données LIDAR qui ont servi. Et on peut également rajouter la biomasse et le mode de gestion des prairies en l'occurrence. Voilà. Donc ce tableau, il présente l'ensemble des descripteurs que nous avons utilisés pour évaluer les fonctions des zones humides. Bien sûr, on pourrait rajouter d'autres descripteurs. Je pense notamment à l'humidité des sols qui peut être dérivée d'images radar, hein, en lien avec les travaux de Nicolas Baghdadi par exemple, ou alors des cartes de diversité floristique qui peuvent être dérivées d'images multispectrales ou hyperspectrales, notamment voir les travaux du CESBio et également de TETIS. Alors, si je rentre un peu dans le détail, voilà, voici un exemple pour le descripteur durée d'inondation, où là, on a utilisé des données Sentinel-1. Donc c'est ce qu'on voyait sur et donc on a sur la figure de gauche la durée d'inondation en jours, hein, qui va de 0 jours à 145 jours, avec des images Sentinel-1. Donc on a une résolution spatiale qui est quand même très correcte, et ça permet de voir des petites variations au sein de la zone humide. Donc là, on est sur une zone humide prairiale. On est dans des prairies, on n'est pas dans des zones boisées, bien entendu. Mais ça permet quand même de voir des nuances qui sont très intéressantes. Et ce qu'on avait testé dans cette publication, c'est on avait dégradé la résolution spatiale de Sentinel-1. On l'avait dégradée à 24 et 36 jours d'intervalle pour simuler par exemple les acquisitions qu'on pourrait avoir avec RadarSat 2 ou TerraStar-X et voir la différence qu'on aurait eu in fine dans la production de la carte de durée d'inondation. Et donc ce qu'on montre, c'est qu'effectivement on aurait en fait l'avantage des images Sentinel-1, c'est leur haute fréquence temporelle, au-delà de la résolution spatiale, c'est vraiment la haute fréquence temporelle qui permet vraiment de suivre et d'identifier la plupart des pics de crue ou des variations. Parce que voilà, ça peut aller très très vite au niveau de l'inondation. Du jour au lendemain, on peut avoir des zones entières qui sont inondées ou asséchées. Alors concernant le descripteur habitat naturel, donc là c'est des travaux qu'on a publiés en 2019 à partir de couplage d'images Sentinel-1 et Sentinel-2. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la plus-value par rapport par exemple à Corinne Landcover ou à d'autres cartes de végétation. C'est ici la résolution spatiale de la carte, hein. Et puis la nomenclature également qui est détaillée. Par exemple, comparé à la carte OZO, ici on a une nomenclature un peu plus détaillée. On distingue notamment les bogs, donc les tourbières. Je ne sais pas si vous voyez ma souris ici. Voilà. En fait, bogs, il y en a très peu, mais le peu qu'il y a eu sur le bassin versant a bien été détecté. Et il n'y a pas eu de surdétection. Tout comme la classe présalée en orange au nord du bassin, au niveau de la baie du Mont-Saint-Michel, qui a bien été détectée. Et donc cela sans ajout de variables topographiques. C'est uniquement sur des critères sur les variables Sentinel 1 et 2. Donc ça c'est très, très intéressant comme information. Et donc ça nous permet de dériver des indicateurs de connectivité et également, enfin des indicateurs paysagers. En fait. Une fois qu'on a cette carte d'habitat naturel, on la rentre en descripteur d'entrée pour calculer des indices de diversité, de Shannon, etc. Voilà. À un niveau de typologie plus détaillé, on peut également produire des cartes de communautés végétales. Alors, ici, on arrive vraiment à la composition floristique. Et alors, autant les habitats naturels les cartes d'habitat naturel étaient intéressantes pour évaluer tout ce qui était trame verte, trame bleue, autant les cartes de communautés végétales, elles sont intéressantes pour évaluer notamment donc la biodiversité, naturellement, puisqu'on a ici, en fait, pour chaque
Donc là, on n'a pas le tableau associé, c'est dommage, mais pour chaque communauté végétale, on connaît exactement la composition floristique, donc on peut indirectement calculer la biodiversité végétale, mais on peut aussi s'en servir comme indicateur indirect pour avoir une idée, eh bien, par exemple, de la durée d'inondation, puisque chaque plante étant adaptée, chaque communauté végétale étant adaptée à une durée d'inondation, par exemple. Et donc la durée d'inondation, ça renseigne pour les fonctions hydrologiques, mais également pour les fonctions biogéochimiques. Voilà, ça renseigne aussi sur le mode de gestion des prairies. Par exemple, les communautés 1 et 2 étant plus liées à des prairies de fauche, alors que les communautés 3 et 4, par exemple, sont plus liées à des prairies de pâture. Voilà. Donc on a testé sur la figure de gauche avec Sentinelle-2, une série temporelle annuelle Sentinelle-2 à 10 mètres. Donc on avait des résultats satisfaisants, mais on était quand même déçus, enfin pas déçus, mais on a noté que la résolution spatiale de Sentinelle-2 était trop juste en fait pour capter tous les détails du patron spatial des communautés végétales. C'est pour cela qu'on avait fait une demande auprès de Calideos pour avoir une série temporelle SPOT7. Alors, on ne peut pas vraiment parler de série temporelle, on va plutôt parler de données multitemporelles, vu qu'on avait 4 ou 5 images dans une année, mais bon, c'était déjà bien. Et eh bien, on s'est rendu compte que, comparé aux images Sentinelle-2, on arrivait à avoir alors la précision du modèle était à peu près la même, mais le rendu spatial était beaucoup plus détaillé. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis, on pouvait aussi, là c'était vraiment compatible avec la taille, la résolution des données terrain, les relevés phytosociologiques qui sont souvent effectués par maille de 2 mètres par 2 mètres. Et là, en utilisant les données SPOT7 fusionnées, donc à 1,50 m de résolution spatiale, on avait une bonne concordance entre la résolution spatiale de l'image et la taille des relevés de terrain. Et puis, il y a également eu des travaux qui ont été testés toujours sur le même site d'étude, le Marais de Soujal, sur la zone Calideos-Bretagne, avec des données Sentinelle-2, Pléiades et drones. Donc là, et donc là, pareil, ça a permis de montrer la figure que vous voyez là. C'est intéressant parce que là, on l'a mis non pas sous forme de carte discrétisée, on l'a mis sous forme de carte continue avec une composition colorée. Il y a 3 communautés végétales, c'est un zoom communauté mésophile en rouge, hygrophile en bleu et mésohygrophile en vert. Et donc là, en faisant une composition colorée des cartes de probabilité de modélisation de chacune de ces 3 classes, ça permet de mettre en évidence des gradients et des zones de continuum pour montrer qu'on ne passe pas forcément de façon abrupte d'une classe à l'autre. Et ça, c'est très intéressant également pour évaluer les fonctions des zones humides. Et donc ça, c'est notamment là, la plus-value des données Pléiades, elle est évidemment sur la résolution spatiale. Alors ensuite, voilà. Pardon. Ensuite, un autre descripteur qui peut être généré, c'est le réseau hydrographique. Pardon. Alors là, en l'occurrence, on l'a dérivé de données LIDAR. Alors on a testé également des données, on a essayé de le dériver à partir d'images satellites à très haute résolution spatiale, type QuickBird ou Pléiades. Mais là, en fait, on butait pour ces images optiques sur le problème des zones boisées, où évidemment on ne détectait pas le réseau de fossés. Alors que ici, en fait, sur le marais de Bousset, ici, donc toujours sur la zone Calideos-Bretagne, en fait, toute cette zone-là est très bocagère, et grâce au LIDAR, on arrive quand même à voir le réseau de fossés, chose qu'on ne peut pas voir avec des images optiques. Et puis, encore un autre type de descripteur, très utile pour l'évaluation des fonctions des zones humides, c'est tous les descripteurs liés à la biomasse. Donc là, on les a dérivés d'images MODIS, mais donc des travaux sont en cours avec des images Sentinelle également. Mais bon, néanmoins, la démarche est la même. En fait, on a dérivé 3 types de descripteurs donc, qui sont théorisés sur la figure de gauche, donc, qui représente une série temporelle annuelle d'1 an en axe des abscisses, et sur les ordonnées, on a les valeurs de NDVI.
Donc là, en l'occurrence modiste, mais ça pourrait également être du Sentinel. Et donc 3 indicateurs dérivés. Le premier, c'est ce qu'on appelle le NDVI, donc l'intégrale, le NDVI, la somme annuelle, donc ce qui est représenté en gris ici. Le deuxième indice, le descripteur, pardon, c'est le RL, donc la différence entre la valeur maximale et minimale. Donc, pardon, j'ai oublié de préciser, le NDVI, ça traduit en quelque sorte la productivité primaire annuelle nette. Le RL, ça traduit en fait les flux de carbone, et le Mmax, donc le mois ou la date maximale, le pic annuel, en fait, ça traduit ici le stade phénologique. Voilà. Donc ces 3 indicateurs, on a un exemple ici sur la figure de droite. En fait, l'intérêt, c'est qu'on peut les calculer chaque année, et vraiment la plus-value, c'est de regarder les variations d'une année à l'autre, parce qu'évidemment, ça varie selon le climat, selon les modes de gestion agricole, etc. Et c'est ce qu'on a montré ici, c'est que d'une année à l'autre, on voyait des variations sur 2 ans, et que ces variations n'étaient pas les mêmes dans le temps, et surtout pas dans l'espace. C'est-à-dire que, par exemple, là, sur 2 marais qui sont juxtaposés, on a des variations plutôt positives en ce qui concerne la production de biomasse annuelle sur un marais, et de l'autre côté de la rivière, des évolutions négatives. Et ça, on arrive à l'expliquer par le mode de gestion qui a été fait sur ces 2 marais. Donc on arrive à expliquer ces évolutions temporelles, on arrive à donner du sens grâce aux pratiques agricoles, en l'occurrence, qui étaient appliquées ici. Puis, justement, dernier descripteur que je vous présente aujourd'hui, c'est celui qui est lié au mode de gestion des prairies. Voilà, donc là, c'est des exemples prairies de fauche, prairies de pâture, dérivés d'images optiques. Bien sûr, là, il y a des améliorations qui peuvent être apportées avec les images Sentinel-2. On ne vous les présente pas aujourd'hui parce que les travaux sont encore en cours. Mais voilà, l'idée, c'est de dire que, en tout cas, ces informations-là, pour les fonctions des zones humides, elles sont aussi intéressantes pour la fonction biogéochimique, par exemple. Par exemple, quand il y a une fauche, il y a un export de biomasse, et un export de carbone. Pardon. Voilà. Et puis, dans les prairies de fauche, on n'a pas du tout la même diversité en termes d'avifaune, par exemple, que dans les prairies de pâture. Donc, quand on compile tous ces indicateurs, tous ces descripteurs, voilà le genre de carte qu'on peut arriver à générer. En fait, on a 1, 2, 3, on a 5 fonctions. Donc les 2 premières sont des fonctions hydrologiques, l'atténuation des pics de crue ici, le soutien aux étiages au milieu en haut, et puis la fonction écologique en haut à droite, la fonction d'électrification en bas à gauche, et la fonction accueil des oiseaux d'eau, de la bifaune, en bas au centre. Voilà. Et ce qu'il faut noter, c'est que, donc, on a bien ce que je disais au début, pour l'instant, ces évaluations, elles sont de façon qualitative, de très faibles en rouge à très élevées en vert foncé. Voilà. Et en fait, cette démarche, elle est amenée à s'affiner au fil des années grâce au progrès des capteurs satellites, mais aussi des modèles qui permettent d'extraire de l'information de ces images satellites. Et donc, dernière diapositive que je voulais vous présenter, c'est que ce travail sur l'évaluation des fonctions des zones humides, on l'a présenté dans le cadre du programme européen Nereus, donc Copernicus for Region, et donc il a été publié en 2018 dans le guide, et il a été mis en évidence notamment l'année dernière, parce qu'il était assez parlant. Voilà, et donc ça, on l'a fait. Vous avez ici une citation du gestionnaire des marais de Soujal, qui est inclus dans la zone Calidus-Bretagne, qui nous dit que pour lui, ça lui donne une nouvelle vision de son marais, ça lui permet d'adapter les plans de gestion. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je me tiens à votre écoute pour des questions. Merci pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour. D'une manière globale sur les 3 présentations que nous avons eues là, si on veut aller plus loin, comment on fait?
pour avoir les méthodologies, par exemple pour les zones humides, ou pour la vigne aussi, qui était très intéressante. Il faut contacter quelqu'un. Il y a un qui a coupé. Alors, est-ce que vous pouvez parler plus doucement, s'il vous plaît? Donc, si on veut aller plus loin dans ces thématiques, on peut vous contacter. Comment on fait? Oui, est-ce qu'il y a un document qui détaille plus la méthodologie J'ai rien entendu, je suis désolé. La question, c'est de savoir si les méthodologies qui sont développées sont disponibles et comment on se les approprie, si je comprends bien. D'une manière globale sur les trois présentations. Ah, d'une manière ok. Oui, alors du coup, en fait, toutes les diapositives que j'ai présentées ont fait part d'une publication. Donc vous pourrez les retrouver en tapant, en googlisant Sébastien Rapinel ou Laurence Bermoine. Généralement les PDF, les articles, on les a mis sur HAL, notamment, le portail HAL. Donc la plupart sont en anglais, mais il y en a une qui est en français, un peu plus dans Cybergéo, donc vous pourrez avoir une vue un peu plus détaillée, une vue globale. Voilà. Et voilà. Voilà, bon, j'ai l'impression que d'une manière générale, la première démarche, c'est éventuellement de prendre contact avec les auteurs de ces travaux. Et puis, j'ai cru comprendre que la plupart des méthodes, voire des résultats, sont libres. Voilà, donc c'est possible de se les approprier, mais il faut prendre contact avec les auteurs. Ouais, voilà, c'était justement ça. Si c'est libre, c'est très intéressant, notamment l'occupation du sol Réunion. C'est un petit territoire, on peut imaginer de le développer à l'échelle d'un département, donc c'était un peu l'idée, quoi. En fait, la chaîne Moringa, on peut la récupérer et la télécharger. En fait. Je connais pas l'adresse par cœur comme ça, mais elle est sur un dépôt qu'on peut télécharger. Mais bon, effectivement, sur les travaux que j'ai présentés sur la Réunion, j'ai fait un rapport méthodologique dans lequel tout est expliqué, comme des décisions que j'ai prises à un moment donné, voilà, c'est expliqué. Donc on peut effectivement reproduire. C'est pas forcément facile comme ça, mais c'est faisable. Ok. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en aurais peut-être une aussi un peu générale. En fait, j'ai cru comprendre qu'une bonne partie des travaux ont été réalisés juste à la charnière entre l'ère avant Sentinelle-2 et l'ère après Sentinelle-2. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va changer en fait Sentinelle-2 pour les travaux que tu as présentés? Ce que ça change, c'est comment dire? Déjà, première chose, c'est de plus avoir de programmation d'images à faire. C'est quand même très confortable. C'est-à-dire que quand on fait des relevés terrain, souvent il y a un décalage entre les personnes qui font des relevés terrain et les acquisitions d'images. Voilà, ça c'est le premier point. Donc en fait, en gros, quel que soit l'endroit où on veut travailler, on est sûr d'avoir des images. Deuxième point, c'est que les données sont gratuites et on peut avoir travailler avec des séries temporelles. Et donc séries temporelles, pour les zones humides, c'est très très intéressant pour la durée d'inondation, ce que je vous ai présenté, et notamment tout ce qui est suivi de l'activité de production de biomasse notamment. Et ça permet aussi de voir les évolutions d'une année à l'autre, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est-à-dire qu'avant, on restait plutôt sur du potentiel, des fonctions potentielles. Et là, donc c'est-à-dire potentiellement, on se doutait que ça avait un fort intérêt pour l'hydrologie, par exemple. Et là, on est toujours dans de l'évaluation, mais on peut dire, grâce aux données Sentinelle, que voir montrer des variations interannuelles. Et en fait, mettre du sens. Souvent, on entend les gestionnaires dire, cette année, ça a été, le climat est très doux, on a repéré, on a identifié des fauches précoces, etc. Ça, on va le voir avec Sentinelle-2.
théorique. Voilà. Chose qu'avant, on n'arrivait pas forcément à l'identifier avec des images spot, parce que l'image il y avait qu'une ou deux acquisitions à l'année, ou il n'y avait pas des acquisitions partout, etc. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Voilà. Et puis, ça permet aussi de standardiser les traitements, notamment. Donc nous, les traitements, on les a fait avec notre propre chaîne, mais ça pourrait également être fait avec Iota 2. Et voilà, Iota 2, vous avez des images, vous téléchargez des images Sentinel-2 n'importe où, et vous les rentrez dans la chaîne, et ça fonctionne. Donc il y a aussi une certaine stabilité dans la production de couches géographiques. Voilà. D'accord. Et par exemple, les travaux que vous avez réalisés avec Modis pour le suivi de la biomasse, c'est des choses que vous envisagez d'appliquer avec des séries Sentinel-2 qui devraient permettre de le faire également ou... Oui. Alors, on est en train de travailler là-dessus également sur Sentinel-1, parce que Sentinel-2, il y a tout le monde le dit et le répète, il y a la contrainte des nuages, de la nébulosité. Donc tant qu'on travaille sur des sites d'emprise spatiale réduite, ça ne pose pas de souci. Par contre, dès qu'on travaille à une échelle régionale et a fortiori nationale ou continentale, là vous allez avoir des biais liés à la couverture nuageuse qui varie entre chaque région. Et voilà, donc l'idée c'est aussi de voir il y a une grosse interrogation. Autant le lien entre la production de biomasse et Sentinel-2 il est bien établi, enfin les données multispectrales de façon générale il est bien établi, autant le lien avec les données radar il est beaucoup moins. Mais néanmoins c'est les données radar Sentinel-1, donc quand même l'intérêt d'avoir quelque chose d'acquisition régulière, quelle que soit la zone géographique étudiée. Ok, très bien, merci.